Bienvenue à tous. Refondation des relations entre l'Afrique et la France, briser ce que Paris appelle des tabous, le sommet de Montpellier, avec un format nouveau, tente de redynamiser les rapports entre Paris et les capitales africaines. Pour la première fois depuis 1973, les chefs d'État africains ne seront pas présents à ce sommet. À leur place, Paris a invité des représentants de la diaspora, des acteurs de la société civile et des jeunes, fer de lance de la contestation de ce que beaucoup d'entre eux qualifient de relations paternalistes entre la France et l'Afrique. Mais pour le président français Emmanuel Macron, l'objectif est d'écouter et de lever les incompréhensions sur la politique et la présence française sur le continent. Le sommet de Montpellier met l'accent sur l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche, la culture et le sport. Ce 28e sommet se tient aussi dans un contexte de tension entre Paris et certaines capitales africaines, notamment Bamako et Alger. Que faut-il attendre du sommet de Montpellier? Quel avenir pour les relations entre la France et l'Afrique? C'est tout de suite dans Washington Forum. Un nouveau sommet Afrique-France se tient donc à Montpellier ce vendredi 8 octobre. Sans chef d'État africain et sans autorité institutionnelle, il sera exclusivement consacré à la jeunesse d'Afrique et de France. Son objectif, rebâtir une relation Afrique-France dans un contexte politique particulièrement tendu. Suivons les explications de Salwa Diafari. Les liens entre la France et l'Afrique sont étroits et multidimensionnels. Ils sont ancrés dans notre proximité géographique, le temps long de l'histoire, ainsi que des échanges et des interactions humaines intenses et croisées. C'est ainsi que le Quai d'Orsay qualifie les relations entre la France et un continent dont elle colonisait 14 pays. Sur la même page, on peut lire aussi « La France a des intérêts légitimes en Afrique qu'elle veut promouvoir dans une démarche partenariale fondée sur la transparence et la réciprocité ». Seulement voilà, beaucoup d'Africains sont loin d'être convaincus. Août 2021, N'Djamena, deux jeunes Tchadiens brûlent le drapeau français en protestation du soutien de Paris à une transition militaire. Nous sommes pour la suspension. Avril 2021, Bamako, la bannière bleue, blanc et rouge française est tiraillée, la russe fièrement enlacée. Nous n'avons rien contre eux, nous ne marchons pas parce que nous n'aimons pas le président ou son gouvernement, mais nous savons que nous ne gagnons pas avec la France parce qu'ils ne sont pas sincères avec nos dirigeants. Inefficacité face au terrorisme, système monétaire défectueux, soutien apporté à des leaders indésirables, les griefs contre la France sont nombreux et le ras-le-bol est de plus en plus palpable, au plus haut niveau et sans complexe. Il y a 2 semaines, à la tribune de l'ONU, le Premier ministre malien accuse Paris d'abandon suite à la décision de retirer plus de 2000 soldats du Sahel. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Remaniement de la présence militaire, il y aura, mais la France a l'intention de rester. Notre présence militaire au Sahel s'articulera autour de 2 missions. La première consistera à poursuivre la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des 2 organisations ennemies. La deuxième mission se concentrera sur l'appui à la montée en puissance des armées de la région. Pour l'instant, la force Barkhane coûte 5100 soldats déployés au Mali, au Tchad, au Niger et au Burkina Faso. Elle a aussi 4 autres bases permanentes à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Selon la Cour des comptes,
Les dépenses françaises dans le Sahel ont plus que doublé, passant de 580 millions d'euros à 1,35 milliard d'euros entre 2012 et 2018. Mais l'aide consacrée à la stabilité et au développement humain n'a pas suivi la même tangente. C'est entre autres de cet équilibre qu'il s'agira lors de ce sommet. Relations humaines, politiques et autres. C'est parce qu'il faut mobiliser des sociétés entières pour arriver à réparer des liens qui sont fortement endommagés et aller mettre dans une dynamique qui nous permette d'affronter les débats, disons les grands défis du futur. Envisager ensemble les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour le renouveau de la relation entre la France et le continent africain. Questionner et redéfinir les fondements de cette relation en écoutant la jeunesse, c'est l'ambition que se fixent les organisateurs de ce sommet. Une tâche ardue, mais est-elle impossible ? Voilà, merci beaucoup Salwa Jafari. Et nos invités à présent dans nos studios de Paris, Maxence Sommet, analyste politique, mathématicien, informaticien de formation, je dois préciser. À Libreville, via Skype, Marc Ona Essangani, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest Gabon. Vous êtes également membre influent de la société civile en Afrique. Et à Pretoria, donc nous avons le consultant et chercheur à l'Institut d'études et de sécurité, David Zunmenou. Merci à tous. Alors je démarre avec vous, Maxence Sommet. Vous participez un peu à ce sommet, notamment sur son volet investissement. Et pour vous, pourquoi Paris n'a pas jugé utile d'inviter les chefs d'État africains, mais plutôt de dialoguer directement avec ceux qui ont, ces dernières années, contesté le type de relation que l'Afrique a avec la France? Mais je pense que les deux ne sont pas antinomiques. De toutes les façons, Emmanuel Macron et les autorités françaises sont obligés de discuter et de travailler, de collaborer avec les autorités de nos différents pays. Mais Emmanuel Macron a très très rapidement montré, et il a commencé par son voyage à Ouaga où il a rencontré les étudiants à l'université Thomas Sankara, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Sénégal. En fait, il essaie de faire ce que la France ne faisait pas jusqu'à 2011-2014 globalement. C'est-à-dire parler avec les autorités légales des pays, mais aussi être à l'écoute de la société civile. Des sommets avec nos chefs d'État, ben, il y en aura. Je pense que les deux sont... Il ne faut pas voir ce sommet-là comme par opposition au sommet avec nos chefs d'État. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une chance qu'on doit saisir. Et quand je vois le débat au niveau des intellectuels africains, j'ai bien peur que Macron et l'Afrique, ce soit un rendez-vous manqué, un peu comme Macron et la France. D'accord. Alors, Marc, quel message les chefs d'État devraient-ils décrypter avec ce 28e sommet où ils seront absents pour la première fois? Je pense que pour l'instant, quelle que soit la formule proposée par Emmanuel Macron ou n'importe quel chef d'État français, ce sont les résultats qui comptent. Nous avons assisté à la convocation des chefs d'État à la BOL par Mitterrand. Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en arrière par rapport aux engagements pris par les uns et les autres à la BOL. Et quelques temps après le discours de Macron à Ouagadougou, il y a eu beaucoup d'espoir. Moi, je pense que si on essaie de faire le bilan entre le discours tenu à Ouagadougou et aujourd'hui, et au regard des positions de la France sur des situations en Afrique, je pense qu'on n'a pas beaucoup évolué. Et on attend les conclusions de ce sommet.
Et j'ai bien peur que nous soyons encore face à une opération de charme, une opération de communication avec cette France qui maintient le même logiciel. D'accord. Alors, David Zunbenou, l'image de la France en Afrique souffre, hein, selon le sondage 2021 d'Africa Leads effectué auprès des leaders d'opinion. L'Hexagone n'a qu'un taux de favorabilité de 17%. Alors, Étienne Girons, qui est le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, dit, par exemple, nous devons reconstituer un récit de notre relation avec ce continent. Alors, pour vous, s'agit-il d'un problème de récit ou de message, comme il le dit, ou le problème est-il beaucoup plus profond? Écoutez, il ne s'agit pas d'un problème de récit. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il s'agit, de comprendre la source de malaise qui existe entre les relations entre la France et l'Afrique. Et ces sources de malaise sont au nombre de 3. Je pense que le contentieux tourne autour de l'avenir du franc CFA. Pourquoi on maintient une union monétaire ou une communauté monétaire qui ne fait pas du bien aux États africains? Pourquoi on continue d'entretenir des relations de protection avec des chefs d'État fossoyeurs de la démocratie, des économies et également des espoirs de la jeunesse de leur pays, et comment faire pour adresser ou pour redresser les inégalités commerciales qui continuent d'exister entre la France et les pays africains. Donc il y a cet ensemble d'éléments qui continue en tout cas de saper les bases d'une relation ou de relations saines entre l'Afrique et la France, et les nombreuses initiatives qui sont prises ça et là n'ont rien fait pour essayer de corriger le tir. Il faut dialoguer, je pense que c'est l'opportunité de ce dialogue. Il faut choisir ceux avec qui on dialogue, et c'est ce qui se fait. Mais il faut porter ce dialogue vers ceux-là qui ne comprennent ni français ni anglais, qui sont nos paysans et qui sont les victimes de tout ce qui se passe dans cette relation entre la France et les partenaires africains. Alors, Maxence Sommet, c'est probablement dans le Sahel que cette image de la France est la plus malmenée. Comment est-on passé des drapeaux français dans les rues de Bamako après l'intervention de Serval en 2013 au slogan « France dégage » qu'on entend presque à chaque manifestation dans la capitale malienne ou ailleurs? Mais malheureusement, c'était tout à fait prévisible. Serval, c'était une opération ponctuelle avec des objectifs délimités, clairs, et ça a été fait rapidement. Et les Maliens, le nord du Mali a été débarrassé du joug terroriste. Bon, très bien. Tout le monde était content. Ensuite, la France a commis l'erreur de transformer Serval en Barkhane. Et bien, les Maliens, ils ont cru, et les Burkinabés aussi par la suite, et les Nigériens aussi, mais ils ont cru que Barkhane, ce serait aussi efficace que Serval. Sauf que combattre un ennemi qui contrôle un territoire et l'administre, et combattre un ennemi qui est plus diffus et qui se dissémine dans la population, eh bien, ce n'est pas tout à fait le même exercice. Et donc, forcément, cette armée-là ne pouvait pas gagner cette guerre-là, d'une part, et d'autre part, plus le temps passe, plus l'insatisfaction grandit, et plus elle est perçue comme une armée d'occupation. Donc ça, c'est ultra classique, ça se passe toujours comme ça dans les interventions étrangères, que ce soit les Français ou les Américains un peu partout dans le monde, ça se passe toujours comme ça. Ces armées-là finissent par être vues comme faisant partie du problème et non de la solution. Je pense que c'était une erreur de transformer Serval en Barkhane. Mais le président Macron a dit que l'armée française est restée à la demande des autorités de ces pays. Est-ce que ce n'est pas une critique injustifiée des fois aussi? Oui, mais de toutes les façons, les États... Évidemment, il est évident que la France n'a pas transformé d'autorité Serval en Barkhane et elle n'est pas entrée en effraction dans aucun de ces pays. Donc c'est forcément avec la demande des autorités. Mais je pense que des deux côtés, côté français comme côté dirigeant africain, je pense que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Je pense qu'il aurait fallu plutôt
demander à ce que la France fasse ce qu'elle est en train d'essayer de faire maintenant, c'est-à-dire vraiment mettre le paquet pour faire monter en capacité et en puissance nos forces armées nationales, qui sont les seules plus habilitées à gagner cette guerre-là, et avec l'armée, toute l'administration, les écoles, la police, les juges. D'accord. Alors Marc, la rue africaine manifestement ne parle pas le même langage que beaucoup de leaders du continent. Si vous étiez à Montpellier, quel serait votre message à l'endroit de la France? Le véritable problème que les Africains posent, et toutes les opinions publiques africaines sont d'accord avec cette demande faite à la France de faire la promotion d'une réelle démocratie dans nos pays. Quand publiquement la France soutient des chefs d'État qui ont passé plus de temps à avoir étudié mal que certaines maladies, que certaines pandémies, et que la France vient au secours de tous ces dictateurs, surtout en Afrique centrale, quelle image la France voudrait projeter auprès de la population? Quand on arrive en Afrique de l'Ouest et qu'on se rend compte que entre ce qui s'est passé au Tchad, que la France a soutenu à bout de bras, ce qui se passe au Mali, que la France condamne, et on se pose des questions, mais quelle est la vraie politique française en Afrique? C'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis la France devrait mettre à jour son logiciel au niveau de l'Afrique. Les opinions africaines, les opinions publiques africaines ont évolué, mais la France, la politique française, est restée au stade des relations, je dirais, putatives entre les dirigeants français et les dirigeants africains. Entre les dirigeants françaises et les dirigeants africains. Donc, il n'y a pas de relation qui fasse la promotion du bien-être du peuple africain. Alors, David Zunmenou, comment les Africains, leurs partenaires français ou autres, devraient-ils approcher cette question sécuritaire qui semble être un gros point de divergence? Je pense qu'il faut se départir de l'idée selon laquelle nos armées nationales constituent des menaces pour les hommes politiques. Parce que cette idée est à la base de la négligence dont souffrent les armées, en tout cas l'appareil sécuritaire de nos pays. On pense que quand on a des militaires bien formés, bien équipés, entretenus, si on a des militaires qui sont capables d'assumer leur rôle traditionnel qui est de défendre le territoire et d'assurer la sécurité des citoyens, ça devient une menace pour le pouvoir en place. Et de ce fait, on néglige d'investir dans la gouvernance du secteur de sécurité. Et aussi, on néglige de s'attaquer aux causes qui servent de terreau à l'émergence de la violence politique, pour ne pas dire l'émergence des groupes armés et des groupes extrémistes dans nos pays. Alors, il va falloir s'attaquer à ces problèmes-là de front, et parce que personne d'autre ne viendra assurer la sécurité des États que les armées ou les forces nationales. Donner cette responsabilité à d'autres partenaires à l'extérieur du continent, c'est manifester sa propre vulnérabilité. Et on voit ce qui se passe, les Africains. De commentaires. On est obligé d'aller en pause, mais avant cela, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Lasga Sek à Dakar nous dit: ce sommet de Montpellier a été concocté par l'Élysée pour épater la société civile et la jeunesse africaine qui ont fini par désavouer la politique française en Afrique. Le casting a été bien fait puisque le président Macron s'est arrogé les services d'une certaine élite intellectuelle africaine en vue de travailler à remettre la France dans les bonnes grâces de la jeunesse africaine. Hassan Omar Boulalé est à Djibouti. Il nous dit: la relation France-Afrique est fortement affectée par l'émergence de puissances comme la Chine. Il faut revoir les accords bilatéraux et dépoussiérer les relations diplomatiques et militaires avec un partenariat gagnant-gagnant. Et puis Taka Martial, il est ici au Texas, aux États-Unis. Il écrit: je pense que la France commence à comprendre que son avenir en Afrique n'est point avec des dictateurs du continent, mais avec les jeunes. Et c'est un bon début. Reste à savoir ce qui sortira de ce sommet. J'espère que Paris arrêtera son soutien aux dictateurs africains.
Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Est-il possible d'avoir de meilleures relations entre la France et les pays africains? Nous avons posé la question à quelques habitants de Bamako et Libreville, propos recueillis par Mokhtar Bari à Bamako et Ismaël Obianzé à Libreville. Je pense qu'à quelques jours du sommet France-Afrique, aujourd'hui il n'y a que deux aspects pour changer les relations Afrique-France ou bien France-Afrique. C'est la même chose. D'abord, il faut que l'ex-puissance colonisatrice, la France, arrête vraiment d'infantiliser les pays africains. C'est d'abord que nous-mêmes, les Africains, qu'on se libère de ces complexes-là que nous avons face à la France. Je pense qu'aujourd'hui, puisque les temps ont changé, les situations, les contextes aussi, et il faut que la vision des Occidentaux, et en particulier la France, puisse changer. Lorsqu'on observe justement les grandes puissances émergentes qui s'intéressent aujourd'hui à l'Afrique, elles ont pour la plupart un problème, celui de la démocratie et celui des questions liées à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Et quand on est une démocratie, en réalité, on n'a pas du mal à discuter avec les différents partenaires, sachant très bien qu'on n'attend pas du nouveau partenariat, un partenariat qui va nous mettre à l'abri, qui va nous affranchir en réalité des règles démocratiques, des questions liées aux droits de l'homme. Il n'est plus question en fait pour les anciennes colonies françaises de pouvoir tout concéder à la France en matière d'exploitation minière, en matière de formation, en matière de démocratie. Aujourd'hui, nous avons des exemples qui montrent que la France n'est pas forcément dans tous les domaines un exemple. Voilà, je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Dans nos studios de Paris, Meksan Sommet, analyste politique, mathématicien et informaticien de formation. À Libreville, via Skype, Marc Honor Essongani, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest Gabon. Et à Pretoria, David Zunmenou, consultant, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. Alors, Meksan, les relations entre la France et l'Afrique peuvent-elles être réparées ou du moins améliorées? Meksan? Oui. Alors, Meksan... Oui, elles peuvent être améliorées. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ces relations peuvent être améliorées. Mais je fais juste observer que c'est juste, il y a une question de temps. La colonisation a duré 60 ans. Et nos pays sont indépendants depuis 60 ans à peu près. Vous savez, 60 ans dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, ce n'est pas grand-chose en fin de compte. Donc je pense que nécessité faisant loi, au fil du temps,
les choses vont s'améliorer, forcément, tout simplement parce que nous sommes dans un monde ouvert désormais. Nous ne sommes plus dans un tête-à-tête avec Paris. Et d'ailleurs, de toutes les façons, l'ensemble du monde francophone, comment ils appellent ça, francophonie, tout ça, ça représente quoi en termes de nombre d'habitants et en termes de poids dans le commerce international? Pas grand-chose. Donc, de toute façon, je pense que c'est une question de temps. 60 ans, ce n'est pas grand-chose. Et les souffrances sont encore là, les souvenirs sont encore là, les plaies sont encore béantes. Il faut laisser un peu le temps au temps aussi, je pense. D'accord. Et vous, Marc, on a vu la part des entreprises françaises sur le marché africain a baissé de moitié ces 20 dernières années, selon un rapport de l'économiste et ancien ministre français Hervé Guémard. Mais on parle toujours de domination économique et de rapports injustes. Qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure relation économique entre l'Afrique et la France ? Je pense qu'il faut revoir ce partenariat. Il faut que la souveraineté des États africains soit effective quand on discute avec la France dans un cadre purement économique. Mais malheureusement, comme je le dis souvent, le logiciel français n'a pas beaucoup changé. Sauf que nous avons une nouvelle génération africaine bien formée. Nous avons une génération smartphone. Et les choses vont considérablement changer. Il appartient aux autorités françaises, et je continue à le dire, de considérer le partenariat avec les Africains comme un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans une situation où la France devrait dicter la loi. Parce que les nouvelles générations, qu'elles soient en Afrique ou hors d'Afrique, sont en train d'imposer le rythme. Et contrairement à ce que les autorités françaises peuvent penser, ce ne sont pas des oligarques africains, c'est-à-dire qui sont soutenus à bout de bras par la France, qui vont faire l'histoire. D'accord. Comme l'a dit le collègue. Oui, on est malheureusement obligé d'aller un peu plus vite. David Zunmenou, un téléspectateur le disait un peu plus tôt, la présence massive de la Chine dans les économies africaines a certainement bousculé les rapports de force. On voit que Washington aussi annonce son plan pour pousser le privé américain à investir en Afrique. Comment tout cela peut profiter à l'Afrique et aussi dans les rapports de force ? C'est très important, la diversification des relations avec l'Afrique. J'ai été un acteur, beaucoup écrit contre le concept ou la notion de partenariat privilégié entre la France et ses États africains. Je pense que les États africains devaient s'ouvrir à d'autres puissances. Mais attention, il ne faut pas jouer une puissance contre l'autre. Pour pouvoir bénéficier des apports des uns et des autres, il va falloir que les Africains se dotent également d'un programme ou d'un plan qui rencontre vraiment les besoins de leur peuple, qui prennent en considération les exigences de leurs citoyens. Et évidemment, je pense que Marc a parlé tout à l'heure d'une jeunesse qui est bien formée, d'une diaspora qui est prête à réinvestir sur le continent africain. Le pont doit être établi entre ceux qui sont restés à la maison et ceux qui sont à l'extérieur pour pouvoir constituer une base solide de négociation avec ou la Chine, ou les États-Unis, ou la Russie, dans l'intérêt du continent africain et également en tenant compte des objectifs de développement de nos pays. D'accord. Alors, nous aurions bien aimé poursuivre Oui, malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. Maxence, je promets qu'on reviendra sur ce sujet très bientôt. Je remercie... L'Afrique ne représente que 3,5... Allez-y. Francs ne représente que 0,6% du commerce extérieur français. Donc quand on est en train de parler de domination économique par rapport à la France, il faut examiner les chiffres et on se rend compte qu'il y a beaucoup de fantasmes en réalité. Nous reviendrons sur